Bonjour. Entre Roberto Alagna et Don José, dans l'opéra Carmen, c'est une grande histoire. Notre ténor, franco-sicilien, a toujours eu une conception très juste de ce personnage, souvent mal compris. Cette fois-ci, c'est le Stade de France qui va abriter les amours tragiques des héros de Georges Bizet, puisque Carmen y sera présentée le 19 septembre prochain, avec également Béatrice Surya-Monzon, bien sûr, qui d'autre, et Alexandra Kursak. J'ai retrouvé Roberto Alagna pour vous dans les tribunes du Stade de France à l'occasion d'une journée de présentation à la presse. Il a bien voulu accepter de nous dire quelques mots en particulier à propos de ce nouveau défi dans sa carrière, alors qu'il affiche vaillamment 56 printemps au compteur. Passion classique avec Olivier Bellamy. Roberto Alagna, bonsoir. Bonsoir Olivier. Nous sommes ici au Stade de France. Qu'est-ce que ce lieu évoque pour vous ? J'ai l'impression de me retrouver dans un amphithéâtre romain, moderne, aujourd'hui. Ce matin, je suis sorti, donc j'ai pris le chemin des joueurs, et j'ai eu l'impression d'être un gladiateur qui entrait dans l'arène comme ça. Et je trouve ça formidable. Je trouve formidable de pouvoir utiliser ce genre d'endroit pour le partage de la musique, avec la multitude, avec le plus grand nombre. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'on vit une époque formidable de pouvoir assister à ça et d'être en plus quasiment protagoniste de cette chose, en tout cas élément parmi d'autres dans cet événement. Je trouve que j'ai une chance inouïe. C'est un sacré défi quand même. Oui, c'est un sacré défi, mais je pense que le défi, il est déjà pour chacun de nous de vivre le quotidien, d'être, quand on se lève le matin, d'accomplir toutes les tâches du quotidien, d'être père de famille, mari, d'être un ténor, tout ça, c'est déjà un défi. Et dans notre profession, c'est la profession idéale quand on aime les défis et les relever. Voilà, donc les défis sont constants. Ici, le défi, par rapport à cet espace, ce sera la sonorisation. Parce que vous savez que nous, les chanteurs d'opéra, on n'aime pas être sonorisés. On a l'impression que notre voix nous échappe, qu'elle est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Et nous, on aime produire le son, le créer la réverb, créer la vibration. Et là, on est tributaire d'une tierce personne. Donc c'est comme si on remettait le sort de sa voix entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez au petit garçon que vous étiez, à l'adolescent que vous étiez, peut-être avec des rêves plein la tête, d'être ici au Stade de France et peut-être de partager votre passion, qui est l'opéra, avec vos copains, ceux qui s'en sentent éloignés peut-être. Bien sûr, tout à fait. Et surtout ici, au Stade de France, parce que c'est la Seine-Saint-Denis. Moi, je suis né ici. C'est mon quartier. Je me souviens quand on parlait de la construction d'un futur stade chez nous. Donc j'en parlais avec mes copains à l'époque. Si on m'avait dit à cette époque-là, un jour, ta passion, tu pourras l'exercer dans ce stade qu'on va construire, j'aurais eu du mal à y croire. Voilà, donc c'est quelque chose de formidable, même pour la banlieue aussi, parce qu'on s'aperçoit que dans cet endroit que souvent on critique, on se dit qu'il ne se passe rien, là, de venir dans un stade déjà magnifique, énorme, d'une beauté incroyable, y faire de la musique en plus, pas du sport seulement, mais de la musique. Et quelle musique? Celle que j'aime, l'opéra, qui était ma passion. Voilà, bien sûr. Et de dire à tous ces amis d'enfance que j'avais, avec lesquels j'entretiens aussi souvent le contact, encore aujourd'hui, et d'autres que j'ai perdu de vue, mais de me dire que ce soir-là, le 19 septembre, ils seront peut-être là. Voilà, ils seront là pour m'accompagner, pour me soutenir, pour communier avec tous les autres. Voilà, ça me touche énormément. Roberto Alagna, vous parliez de gladiateur tout à l'heure. Quand vous entrez sur scène, est-ce que vous avez l'impression que la foule vient voir soit triompher ou mourir le héros? Est-ce que vous sentez comme ce gladiateur qui, devant César, dit « Moriturite et salutant » Il y a un peu de ça, même si c'est différent et qu'on se dit qu'on partage quelque chose qui est un plaisir. C'est plutôt pour oublier les tracas du quotidien, c'est un divertissement. Mais il y a une partie du public qui est un peu comme ça,
qui vient aussi pour la mise à mort, qui vient aussi pour voir tomber le héros. C'est dans la nature humaine. Et c'est peut-être aussi ça qui fait la beauté de cet art. Maria Callas avait toujours cette impression. Que le public adorait détruire les idoles qu'il avait adorées. C'est vrai. Il y a un peu de ça. Mais je crois qu'encore une fois, c'est dans la nature humaine. Je ne sais pas pourquoi. On aime voir aussi la chute, la fin de quelque chose. Dans ma prison m'était restée, flétrie et sèche cette fleur, gardait toujours sa douce odeur. Le personnage de Don José, je crois que c'est un personnage qui vous touche de très près. En tout cas, pour beaucoup qui ont pu vous voir dans ce personnage, moi j'ai eu une très très grande émotion. Qu'est-ce qu'il représente? Je crois que vous avez une vision très originale de ce personnage qu'on prend souvent pour un falot, pour un faible, pour un pauvre type. C'est le contraire de tout ça. C'est quelqu'un au contraire qui a une profondeur. Et plus on avance dans l'œuvre, plus on avance dans la vie, et plus on s'aperçoit de la grandeur de ce personnage qui va jusqu'à la mort pour sauver cette femme qu'il aime et qu'il croit possédée par le démon, par le mal. Il veut la sauver pour se sauver lui-même. C'est un homme, c'est lui qui a la plus grande évolution dans l'ouvrage. Du départ, c'est quelqu'un qui est au départ un fils de bonne famille, qui prend la place du père, qui n'est plus là, qui est soutien de famille de la maman, de cette fille adoptive qui est Michaela, qui est sa promise pour le futur. Donc c'est quelqu'un qui est au contraire très catholique, très rangé et qui va déjà passer de l'autre côté du côté du mal en tuant quelqu'un pour défendre, pour des bêtises, pour un jeu, pour une femme. Voilà, et il va se retrouver militaire pour ne pas aller en prison. Et de là, son destin va se dérouler jusqu'à la rencontre avec cette femme qui va vouloir conquérir cet homme pour être sauvée elle-même, pour être libérée de sa condition de gitane, de sa condition de femme prisonnière de ces hommes violents. Et voilà. Ça, c'est une vision très très originale, parce que souvent on parle du mythe, il y a le mythe Carmen comme il y a le mythe Don Giovanni, oui. Et on pense que Carmen c'est la femme libre. Vous pensez que non? Ben oui, c'est né de la chanson de l'enfant de Bohème, la liberté, etc. Mais en réalité, elle est au contraire prisonnière de sa condition déjà, de gitane qu'elle veut fuir. Elle veut sortir de sa condition de gitane. Elle est prisonnière dans le livre de Garcia, qui est son mari, qui est le chef des gitans, et qui est dans l'opéra, et représenté par le Don Caïr ou le Remendado, et donc qui l'oblige à aller distraire les douaniers pour faire la contrebande. Donc il l'oblige à faire ça, il l'oblige à faire des tas de choses. C'est pour ça qu'elle veut fuir cette condition. Et ensuite, elle est prisonnière aussi de la tradition gitane qui fait d'elle une superstitieuse, et donc elle veut fuir ce que les cartes et tous les signes lui ont révélé, c'est-à-dire la mort avec José. Elle veut fuir ça, et c'est pour ça qu'elle veut s'éloigner de José, parce qu'elle a peur de la mort. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on en a fait de cette femme. Au contraire, elle a peur de son destin. C'est pas quelqu'un qui accepte son destin facilement. C'est tout le contraire. En fait, c'est une vraie femme, fragile, avec ses peurs, avec ses craintes, avec ses doutes, et avec sa fragilité de femme. C'est ça qui la rend séduisante, c'est ça qui fait que tous les hommes sont épris de Carmen. Si elle était cette femme libre, masculine, les hommes ne seraient pas attirés par elle. J'ai l'impression aussi, Roberto Alagna, que vous aimez les femmes, ça nous le savons, mais que vous les comprenez aussi, ce qui n'est pas chose facile. Oui, parce que j'ai aussi cette part de féminité en moi. Pour moi, la femme forte de l'œuvre, c'est Michaela. Cet enfant, c'est à peine sorti, c'est une adolescente encore. Elle a peut-être 16-17 ans, Michaela. Elle ose partir du Pays Basque, traverser le pays. C'est comme s'il fallait aller en Sibérie pour les Russes, à l'époque, partir du Pays Basque pour aller en Sibérie. Elle va toute seule, elle va jusque dans la montagne affronter les contrebandiers, elle affronte le regard de Carmen, elle va défier Carmen, elle va affronter le regard de José qui l'a trahi.
C'est ça la femme forte. Je pense que la force de cette adolescente est extraordinaire. Beaucoup plus forte que Carmen, qui elle au contraire fuit, se cache derrière les apparences, derrière les situations. Et José, il a cette vision du prophète. À la fin, il est parti, il est retourné voir sa mère qui était mourante, il est parti dans la montagne, et comme Athanaël ou Papdus dans Anatole France, eh ben, il va méditer et se dire, voilà, il faut que je sauve cette femme qui est sous l'emprise du diable. Et il lui dit à la fin, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. Pour la dernière fois, démon, veux-tu me suivre, etc. etc. Donc on sent qu'il y a une dimension de prophète. C'est Athanaël qui veut sauver la prostituée Thaïs. À ce moment-là, alors qu'il a été éperdument amoureux, et il est passé à un cap supérieur. Il veut sauver l'âme de cette femme. Est-ce que l'opéra vous a sauvé, vous, Roberto Alagna, et est-ce que vous pensez que, selon la fameuse formule de Dostoïevski, que l'art peut sauver le monde ? Elle m'a fait vivre, en tout cas elle m'a donné la vie. Cet art m'a donné la vie, donc il m'a sauvé, oui. Parce que c'est dur de vivre. Et de vivre dans l'exaltation, dans la découverte de soi-même, à travers les personnages et les œuvres que j'ai pu interpréter. Oui, quelque part, c'est ça qui m'a sauvé. Ça m'a sauvé de la routine, ça m'a sauvé de l'ennui, ça m'a sauvé de la tristesse, ça m'a sauvé du deuil que j'ai dû surmonter très jeune. Ça m'a sauvé de la séparation, ça m'a sauvé de tas de choses, ça m'a sauvé même de la situation économique, de tas de choses. Donc c'est vrai que l'art m'a sauvé. Est-ce que vous avez l'impression parfois que cette femme que vous avez perdue quand vous étiez très jeune est comme un ange gardien qui vous protège ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle est là au-dessus de moi. Elle me guide, elle m'accompagne. Elle me donne la force souvent de résister à des tas de choses parce que je l'ai vue souffrir et être très courageuse. C'est la personne la plus courageuse que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Où elle m'a dit une chose incroyable, puisque quand elle était dans son moment de souffrance le plus horrible, pour la soulager, je lui ai dit un truc qui était presque une bêtise. Je lui ai dit « je préférerais être à ta place ». Et moi, je le disais pour essayer de la réconforter, pour essayer de la consoler. Et elle, à ce moment-là où elle souffrait vraiment, elle m'a dit « non, moi je préfère que ce soit moi ». Voilà, elle le disait vraiment. C'est-à-dire qu'elle le vivait. Et donc, ça a été le plus beau message d'amour que j'ai pu recevoir et de courage. Puisque moi, je le disais pour la consoler, je n'étais pas dans ce cas-là. Elle l'était dans ce cas-là. C'est étrange parce qu'un événement aussi fort sur le plan de l'existence, à la fois vous rend extrêmement sensible aux autres, et vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible aux autres, à la souffrance des autres, et en même temps, c'est un paradoxe inoxydable. Et j'imagine que par rapport à ce que vous avez traversé, venir sur le Stade de France vous paraît... Oui, c'est une autre émotion, c'est une autre responsabilité. Mais c'est vrai que d'avoir vécu ça très jeune, c'est vrai qu'ensuite je me suis aperçu que déjà le côté matériel n'existe plus. C'est vrai que j'ai eu un respect pour mon prochain. Moi j'aime mon prochain vraiment dans le sens, pas seulement le sens chrétien. Oui, c'est le sens chrétien. J'aime mon prochain, mais c'est pas des mots en l'air. C'est-à-dire que tous les gens m'intéressent, tous les destins des gens m'intéressent. Je me suis aperçu que chacun de nous, on avait une richesse à partager, qu'on pouvait apprendre de chacun, qu'on pouvait donner à chacun, qu'on pouvait donner l'espoir, qu'on pouvait recevoir. L'être humain est formidable. L'être humain est formidable. Et je dis toujours, par exemple, Béatrice ou des tas de collègues me disent toujours, tu défends toujours tes personnages, même les plus odieux. Mais parce qu'on ne peut juger personne, il faut être dans la situation. Et moi, je ne peux juger personne. Et je défends même un Picarton, je défends même un Scarpia, je défends tout le monde parce que je me dis toujours, il faut être dans la situation pour comprendre. Personne n'est mauvais. On devient mauvais à cause des situations.
jamais femme, jamais femme avant toi. Non, non, jamais, jamais femme avant toi. Aussi profondément n'avait troublé mon âme. On ne peut pas penser à Carmen sans penser aujourd'hui, avec l'actualité, aux violences conjugales. Oui. Quelle est votre vision sur cette... On n'a aucun droit sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas porter la main sur quelqu'un, sur un enfant, sur une femme, sur un frère, sur un inconnu. Non, on ne peut pas. On ne peut, comme je disais, on ne peut juger personne et il faut être tolérant. Tolérant avec tout le monde, il faut accepter et surtout ne jamais faire une violence à quelqu'un. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire du mal à quelqu'un, même par les mots. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'est... Peut-être c'est mon éducation. Nous, dans ma famille, j'ai jamais reçu une gifle de mes parents, de mon père. Non, on responsabilisait les enfants. Et au contraire, c'était l'amour qu'on enseignait, essayer de comprendre l'autre, c'est l'éducation que j'ai reçue. Et je ne comprends pas, moi je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent faire mal à quelqu'un d'autre. Mais quelquefois on dit quand deux personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer se rencontrent, et c'est peut-être le cas entre Don José et Carmen, ils sont d'une certaine manière possédés, c'est-à-dire que... Mais je crois que la rencontre est nécessaire, dans tous les cas, la rencontre de l'autre. C'est ensuite ce qu'on en fait. Et peut-être qu'il y a des choses qui nous dépassent aussi des fois. Pourquoi deux personnes sont amenées à se rencontrer ? Alors, ça peut être quelque chose qui est positif, mais aussi négatif, mais ça nous dépasse, nous ne pouvons pas juger. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre « Tiens, mon enfant est malade, ma mère est malade, elle est morte, c'est injuste, pourquoi j'ai jamais fait de mal à personne ?» C'est vrai que c'est une injustice, mais nous, on ne peut pas expliquer ça. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui un jour peut-être nous expliquera ça, peut-être qu'un jour on comprendra. Mais combien de fois on se méprend sur des situations, sur des choses qui arrivent. C'est pour ça que je dis toujours de ne pas juger, de ne pas donner d'opinion, parce qu'on ne sait pas, ce qui se passe réellement. C'est difficile de comprendre l'humanité, de comprendre les différentes situations. C'est trop dur. En tout cas, moi je suis incapable d'analyser tout ça. Parfois, quand l'homme bat la femme, et parfois quand il la tue, puisqu'il y a des faits divers tout le temps, pas que dans Carmen, mais comment empêcher ça, selon vous ? Est-ce que c'est une histoire de culture, d'éducation, de parler ? Je crois qu'il faudrait... comment faire pour contrôler ces gens, ces pulsions, qui sont animales quelque part. Elles sont... c'est un instinct bestial à un moment. Je crois que ça vient de l'éducation, ça vient aussi d'un mal-être, ça vient d'une incompréhension, peut-être d'une fragilité intérieure. Moi, j'ai beaucoup de peine pour ces gens qui arrivent à ça, parce que c'est le malheur total, quoi. En arriver à ça, c'est ne plus être humain, c'est ne plus n'avoir plus rien à perdre, n'être attaché à rien. C'est être moins qu'un animal, c'est ne plus exister. Alors à ce moment-là, il faut que cet homme disparaisse. Enfin, il faut s'effacer. Et même moi, vous savez, j'ai écrit avec mes frères cet opéra, Le dernier jour d'un condamné, parce que même la peine de mort, pour moi, on ne peut pas tuer quelqu'un d'autre, même s'il a commis le pire. On ne peut pas ôter la vie à quelqu'un. En tout cas, moi, je suis contre ça. On ne peut pas. Et c'est pour ça que moi, même si je ne suis pas quelqu'un de politique, mais en créant cette œuvre, c'était donner mon avis là-dessus. Et voilà, je crois que personne n'a le droit d'ôter la vie d'un autre.
A contrario, il y a parfois on va trop loin. Les réseaux sociaux, en Amérique, Placido Domingo vient de démissionner sous les accusations. Est-ce que ça va pas? Est-ce que le monde ne devient pas fou d'une certaine manière? Certainement qu'aujourd'hui on exagère dans des tas de domaines, hein. C'est vrai que les réseaux sociaux s'emballent. Il y a des fois c'est risible, des fois c'est banal, mais des fois c'est très grave. Et il y a des gens qui se donnent la mort, souvent aussi à cause des réseaux sociaux. Donc j'espère que les générations futures sauront dompter cet animal sauvage que sont les réseaux sociaux, qui deviennent dangereux. Pour nous, c'est nouveau. Donc on ne sait pas encore réagir face à ce cataclysme, cette tempête, qui peut être aussi une arme formidable. Ça peut être aussi quelque chose, un instrument de communication extraordinaire. C'est vrai, il y a les deux. On n'a pas réussi, notre génération n'a pas encore réussi à trouver le juste équilibre. J'espère que les générations futures sauront dompter cet animal. Vani per sempre il sogno mio d'amore, l'oro è fuggito e muoio disperato, e muoio disperato, e non Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, Roberto Alagna, quand vous allez chanter en Amérique ou en Angleterre, etc., à un moment donné, avec une habilleuse, d'être un peu trop familier, d'avoir la peur, finalement, de se retrouver dénoncé sur un... Voilà, et d'être jeté à la Ce qui fait peur, c'est que s'il y a quelque chose à dénoncer, c'est très bien que ça soit dénoncé. S'il y a vraiment quelque chose à dénoncer, quelque chose de grave, c'est bien de dénoncer. Le problème, c'est pas ça, c'est que on peut être, jugé, coupable. Avant d'être... Voilà, c'est ça le danger. C'est que le mal est fait d'un coup. Bon, après, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, je ne sais pas, il y a peut-être des choses. En tout cas, s'il y a eu des actes qui ne sont pas normaux, c'est bien de les dénoncer. Quoique moi, je n'ai pas l'éducation pour être une sorte de dédalateur ou un truc comme ça. J'aime pas ça, la dénonciation, tout ça, c'est étrange pour moi, tout ce truc-là. Mais en même temps, on m'a aussi appris à respecter les autres. Donc, si les gens ne respectent pas non plus, mais le sujet est large. Je voyais des mises en scène où des femmes aujourd'hui qui sont des metteurs en scène femmes osent des choses qui vont presque proche de la dépravation. On se dit où est la limite? Voilà, donc il y a des blagues aujourd'hui qui circulent. Ouais, ce type-là a été dénoncé parce qu'il a demandé du feu à une femme. Oui, jusqu'où aller, quoi. Donc, mais il y a aussi l'inverse. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pourrais dénoncer des collègues qui se sont permises aussi des choses à mon encontre sur scène, dans des moments de bonheur, dans des moments où on se laisse aller. Mais bon, peut-être que l'homme n'a pas encore cet instinct. Voilà, donc ça arrive aussi. Moi, il m'est arrivé que des collègues, en m'embrassant, me mettent la langue dans la bouche. C'est arrivé. Pour moi, c'était presque sympathique. Voilà. Mais aujourd'hui, je pourrais le faire aussi. Alors, s'il y a eu l'inverse, après, s'il n'y a pas consentement, s'il n'y a pas c'est délicat, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, je pourrais dénoncer, mais je ne le ferai pas parce que je me mets aussi à la place de cet instant. Des fois, on perd un petit peu le sens de la réalité parce qu'on est emporté par nos personnages, parce que la musique fait que d'un coup, on est amoureux de sa partenaire. D'un coup, il y a tout ça. Il y a tout ça aussi, ça rentre en compte. C'est vrai que les artistes, souvent, on se laisse aller à des sentiments amoureux facilement. Voilà, donc c'est dur de trouver la limite. En tout cas,
Je ne voudrais pas être à la place de Non, parce que ça brise des destins Ça et ça brise des familles. Ça brise des familles. Il y a même des cas très graves où des gens se sont suicidés. On a une collègue, son mari s'est suicidé puisqu'il a été mis en accusation. Machin. Donc c'est très dur. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que c'est bien que des choses s'arrêtent, des choses soient dénoncées. Mais attention de ne pas aller trop loin vers le ravin, quoi, la falaise. Voilà. Et dernière question, Roberto Alagna, quelle est la musique que vous aimeriez entendre avant de mourir? C'est un peu étrange comme question, mais c'est une musique que vous aimeriez tellement qu'elle pourrait presque, sinon vous amener au paradis, du moins toujours continuer à vous faire vivre, vous qui aimez tant la vie. Eh ben, ça serait le son des voix des miens autour de moi. Voilà, autour de mon lit, entouré des miens et par la mélodie de leur voix qui m'accompagnerait pour pour aller ailleurs. Merci Roberto. Merci Olivier. En fermant les yeux, je vois là-bas une humble retraite, une maisonnette toute blanche au fond